Bonjour, bienvenue pour notre 4e histoire intitulée « Le rituel du bois caïman ». Ce rituel magique a eu lieu le 14 août 1791 en Haïti et changera définitivement l'histoire de l'île. Comme à chaque fois, l'histoire racontée ici s'inspire de l'événement sans prétendre le raconter de manière purement historique. Si le sujet vous intéresse, je vous encourage vraiment à faire vos propres recherches et en apprendre plus sur cette histoire passionnante qui fut un épisode de la lutte universelle contre l'esclavage. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir. Bonne écoute et merci. Siméon se lève 1 heure avant l'aube. Il renonce à 1 heure précieuse de sommeil pour s'enfoncer dans le petit bosquet de Roku. Arrivé près d'un arbre particulier, il s'agenouille et plonge sa main dans un trou entre le sol et les racines. Il soupire de soulagement. La couverture est là. Il ramène son bras. Un objet est emballé dans l'étoffe. Avec une précaution révérencieuse, il le ramène à lui et le découvre. Une statuette qu'il a sculptée grossièrement avec une petite lame improvisée. « Shango », murmure-t-il avec amour, le protecteur de la voix. « Tu as perdu quelque chose, bois d'ébène » Siméon sursaute. Il ne se retourne pas. En quelques secondes, des dizaines d'idées s'entrechoquent dans son esprit. La punition, la souffrance, le traumatisme pour Cécile, sa petite fille chérie. Il fait encore noir. Il peut encore jeter la statuette. Peut-être que le maître ne le verrait pas. Il peut peut-être encore sauver sa peau. Mais à quel prix? En reniant ses dieux, en reniant ce qu'il est, en trahissant encore ses ancêtres. Non, il ne le peut plus. Il doit tenir tête. Une partie de lui-même se rassure. C'est un bon travailleur. Le maître aura du mal à le remplacer. Montre-moi ce que tu tiens, Siméon. Avec un léger tremblement, Siméon tend la statuette à Michel Duquet, le contremaître de cette plantation de Saint-Domingue, où il travaille depuis son enfance. « Vous êtes debout bientôt, maître Michel. Je peux vous aider pour quelque chose ?» Il se mord la lèvre inférieure et se maudit intérieurement en entendant son ton veule. La peur et l'instinct de survie sont plus forts que tout. Maître Michel ne répond évidemment pas. Il fixe quelques instants la statuette, puis regarde Siméon, avec le sourire satisfait et la joie féroce de celui qui a surpris un voleur sur le fait. Pas facile de se débarrasser de ces démons, hein? Le soleil est déjà haut placé dans le ciel. Tous les esclaves sont rassemblés autour de l'arbre à punition. Un gros saule où sont entachées de lourdes chaînes et menottes. De longues traînées de sang séché sont visibles sur tout le pourtour de l'arbre. Celui-ci est souvent utilisé. Des gardiens blancs attachent Siméon face au tronc de l'arbre. Il est nu. Le fer rouillé des menottes mord ses poignets. L'écorce irrite sa peau, comme si l'arbre lui-même s'était éveillé à une vie impie et sadique, comme s'il avait hâte de se repaître du sang et des cris du pauvre Siméon. Celui-ci essaye d'être brave. Il essaye de penser à ses ancêtres, à ses dieux, pour qu'ils lui donnent la force de passer cette épreuve. Il essaye d'être courageux pour sa fille et sa femme qui sont là, et qui le regardent sans doute avec inquiétude. Du coin de l'œil, il voit le contremaître qui discute avec Laurent Tourneur, le propriétaire de la plantation. Ce dernier qu'on ne voit pas souvent à présent cet après-midi, avec son épouse et ses 2 enfants. La plus petite a 4 ans, à peine plus jeune que sa Cécile, qui en a 6. Elle le regarde avec un mélange de curiosité et peut-être de compassion. Se rend-elle compte de ce qui va se passer? Sa mère lui prend la main et la tire contre elle. Il la perd de vue. Il sent des mains qui lui saisissent la tête et lui écrasent la joue contre l'arbre. L'écorce lui rentre dans l'œil. Il ferme les yeux. La peur le submerge complètement. Combien, maître? Combien de coups de fouet? Personne ne lui répond.
Il sait qu'il peut supporter une vingtaine de coups sans tourner de l'œil. Au-delà, ce sera l'inconscience. Et on sait que Michel frappe toujours plus fort sur les esclaves inconscients, comme s'il essayait, avec une cruauté consommée, de les tirer de leurs ténèbres protectrices par la douleur. Si on dépasse 20 coups, il risque de s'emporter. Et moi je mourrai. Combien, maître? Sa voix se brise. Il se lâche, et l'urine coule le long de sa jambe, sous les rires gras de Xavier et Gaston, les hommes de main chargés de surveiller les esclaves. Michel prend une profonde inspiration, s'éloigne du propriétaire et s'adresse à la foule assemblée. « Écoutez-moi bien, les nègres !» Il laisse flotter le mot quelques instants. Il s'amuse des regards d'incompréhension qu'il voit sur la plupart des visages. Michel Duquet est cultivé. Du moins, il aime à le croire. Il s'est procuré récemment un exemplaire du dictionnaire de l'Académie française de 1762, dans lequel ce mot apparaît pour désigner les esclaves. « Oui, nègre, reprend-il, c'est comme ça que l'on désigne les gens de votre espèce, lorsqu'on a de l'éducation. Mettez-vous cela dans la tête. Vous n'êtes rien, sinon des ressources, des objets dont nous pouvons disposer à notre guise. » Son doigt épais pointe vers le cercle d'esclaves. La seule chose qui vous est permis de faire est d'obéir et de suivre les règles. Or les règles, elles sont simples. Vous devez renoncer à vos superstitions diaboliques. Vous comprenez? Il les regarde quelques instants et frotte ses yeux, qui semblent soudain embués de larmes, alors qu'un trémolo jette un voile sur ses propos. Vous ne comprenez pas ce que nous faisons. Vous ne comprenez pas que nous sommes venus vous offrir la rédemption par le travail. Vous ne comprenez pas que le diable tient vos âmes dans ses mains griffues et que la Providence vous donne l'opportunité de vous libérer et d'embrasser la seule vraie foi. Un homme arrive. Il tient en laisse Rédemption et Chérubin, les deux molosses de Duquet. Cécile, la petite fille de Siméon, regarde l'homme blanc s'agiter. Il a quelque chose de grotesque avec sa mèche poisseuse, sans cesse rabattue et collée sur son front. Elle aurait envie de rire si son père n'était pas attaché à l'arbre des punitions. Mais elle sait, elle sent que quelque chose se prépare, comme si elle voyait une tornade foncer sur elle et qu'elle avait les pieds vissés au sol sans pouvoir s'enfuir. Quelque chose d'horrible va arriver, elle le sait. Son âme va bientôt être écartelée, elle le sait. Et la règle est claire. La règle, c'est le code noir, rédigé par le grand Colbert, continue le contremaître. Et il dit ceci: si vous êtes surpris en train d'adorer vos faux dieux, la punition est sans appel. Chacun retient son souffle. Et cette punition, c'est le blanchiment. Non, maître, non, pitié, pitié, pitié. Siméon hurle. La foule des esclaves gémit. La femme du condamné s'évanouit. On l'emmène, et une femme prend Lucie contre elle, enfouissant son visage dans ses jupes, comme si les tissus fatigués pouvaient par une vertu magique extraire de l'horreur. Michel Duquet se repaît de la terreur qu'il vient de provoquer. Le geste de la femme envers l'enfant de Siméon ne lui a pas échappé. Il la désigne à ses deux sbires qui vont la chercher. Que l'enfant regarde la punition infligée à son père, qu'elle apprenne afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. On saisit l'enfant, on la jette aux pieds de son père. Elle ne pleure pas. Elle ne sait pas ce qui va suivre. On apporte à Michel Duquet un couteau à large lame. Sourd aux supplications de Siméon et aux cris de la foule, il s'approche de la victime et lentement met la sentence à exécution, arrachant la peau du supplicié par lambeaux et les jetant aux chiens déchaînés. Personne n'ose venir chercher Cécile. Certains lui crient de fermer les yeux, mais elle ne les entend pas. Elle garde les yeux ouverts et secs. Le spectacle est trop violent, trop traumatisant.
il sèche ses larmes à jamais. Et loin de la briser, il marque son âme du fer rouge de la haine. 15 ans se passent. Cécile Fatiman est une belle et séduisante femme que les brimades n'ont pas réussi à briser. Sa mère est morte de désespoir quelque temps après les supplices infligés à son père. Son port altier, ses yeux constamment baissés en geste de soumission, ses manières naturellement élégantes et posées lui ont valu d'être acceptée dans le cercle très fermé des esclaves servant dans la maison. Depuis quelques semaines, elle remarque le regard insistant de Michel Duquet lorsqu'il la croise dans la maison. Elle s'étonne de lui avoir échappé jusque-là. La plupart des femmes de la plantation doivent souvent subir ces assauts. Aujourd'hui, pourtant ce moment de grâce est terminé. Il lui a ordonné de le rejoindre dans la remise située derrière la maison. Elle y va. Elle n'a pas le choix. Les autres esclaves la regardent partir avec désespoir. Ils n'ont pas le choix. Personne ne l'a. Elle arrive à la remise. La porte est entr'ouverte. « Entre, négresse !» Cécile pousse la porte. Son cœur bat à tout rompre. Pourtant, elle n'a pas peur. Sa peur est morte 15 ans auparavant, devant le corps ensanglanté de son père dévoré par les chiens. Non, elle n'a pas peur. Ce qu'elle ressent à cet instant, c'est plutôt de l'excitation, une joie sauvage à l'idée de ce qui va se passer dans cette remise. Michel Duquet la regarde. Il a maintenant la bonne cinquantaine. Sous les effets de l'alcool, son ventre est distendu et ses petits yeux cernés de rouge se sont renfoncés. Un vrai porc, pense Cécile. Il la regarde avec concupiscence et cruauté. « Tu sais pourquoi tu es ici, hein ?» Elle acquiesce doucement, en silence. Il ricane. « C'est bien, je vois que tu es bien soumise. La punition infligée à ton père a porté ses fruits, hein ? On me dit que tu t'es convertie au christianisme, à la bonne nouvelle de notre Seigneur. Je te vois tous les dimanches à l'église. Tu es un exemple pour les autres nègres. Finalement, il faudrait branchir plus souvent. Cela a des bonnes conséquences sur votre troupeau. » Je suis certaine que cela a des conséquences effectivement, maître. Sa voix est douce et soumise, mais son sourire assuré et cruel. Tout à l'excitation de la violence qu'il va exercer, Duquet ne le remarque pas. « Déshabille-toi !» Elle fait tomber sa robe, dévoilant un corps splendide, un corps d'ébène sur lequel est dessiné des symboles étranges à la craie blanche. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Tu pensais que j'allais me laisser faire ?» Le regard de la jeune femme perd instantanément sa soumission. Il devient dur, féroce. Elle tend la main vers le contremaître. Avec une terreur sans nom, Michel Duquet jure que ses pupilles sont devenues comme celles des serpents. « Diablerie ! Diablerie !» Il tend sa main vers son fouet, mais ses muscles ne veulent plus lui obéir, comme s'il se raidissait soudainement. « Regarde, Becquet, regarde les vévés tracés sur mon corps. Regarde bien ces dessins qui appellent les dieux. Ils sont le signe de ta malédiction. Pendant 15 ans, j'ai joué votre jeu. J'ai faim à la soumission. J'ai faim à la conversion à votre religion qui empoisonne l'âme de mon peuple. La journée, j'ai joué le jeu afin de subir moins de pression, afin d'avoir l'énergie d'accueillir l'enseignement des Loas qui venaient me visiter le soir. Démons ! Et pendant mes nuits moites, les esprits m'ont enseigné de belles et terribles choses. Non, non ! Ils m'ont enseigné comment les hommes sont proches de l'animal. À défaut de pouvoir lever son fouet, Michel veut crier. Il n'y arrive pas. Seul un grognement aigu franchit ses lèvres, un grognement pareil à celui d'un porc. Les Loas me l'ont confié. Nous arrivons à une nouvelle ère. Rien ne pourra l'empêcher. Michel tombe à 4 pattes. Que lui dit cette sorcière ?
Il n'arrive plus à penser. Il ne sait plus qui il est. Il ressent comme un craquement en lui et perd connaissance. Certains esclaves se sont approchés de la réserve. Ils venaient pour soutenir Cécile lorsqu'elle sortirait. Aussi, lorsqu'elle franchit le pas de la porte avec sa dignité coutumière et qu'ils voient que ses vêtements ne sont pas déchirés, ils sont surpris. Ils le sont encore davantage lorsqu'ils aperçoivent l'énorme cochon noir qui trottine à ses côtés. Elle leur lance un sourire malicieux et d'un pas décidé quitte la plantation, l'animal sur ses talons, sans que personne ne pense à l'arrêter. Le propriétaire lance les chiens, la police et ses hommes de main à la poursuite de Cécile. Ils fouillent les environs et poussent jusqu'à la croix les bouquets, mais on ne la retrouve pas. Grâce à la sorcellerie, Cécile Fatiman a réussi à remonter loin vers le nord. On la retrouve 6 mois plus tard, le 14 août 1791, à Bois-Caïman, en compagnie d'un Hougan, un prêtre vaudou du nom de Duty Boukman. Ce soir-là, le bois est rempli de marrons, des esclaves en fuite. Combien sont-ils ? Des centaines. Tous ont réussi à se libérer des griffes de leur maître. Mus par un appel mystérieux, ils ont dirigé leurs pas vers ce lieu retiré où résonnent les tambours vaudous. Comme la pulsation d'un cœur gigantesque, le battement des tambours touche les esprits, fait vibrer les corps, révulse les regards. Comme un écrin trop longtemps privé de son joyau, l'âme des esclaves en fuite accueille les anciens dieux, force primordiale, plus ancienne, plus vénérable, plus puissante que les dieux usurpateurs des esclavagistes. Shango, Damballa, Erzuli. Leur nom est scandé alors qu'ils chevauchent les danseurs, leur donnant force, vitesse et souplesse surnaturelle. Cécile est au milieu d'eux. Elle est leur mambo, leur prêtresse, leur magicienne, la voix des anciens. Et cette voix tonne maintenant comme un orage dans un ciel d'été. Mes sœurs, mes frères. Ses yeux se révulsent. Certains jurent qu'à cet instant ses pieds ne touchent plus le sol. Vous vous êtes échappés. Vous êtes libres. Une clameur accueille le début de l'harangue. Mais l'êtes-vous vraiment ? L'homme blanc vous traque comme des animaux. Le maître a conservé vos chaînes pour vous les repasser lorsqu'il reprendra votre corps, mort ou vivant. Sa voix prit des inflexions terribles. Mais ce soir, les dieux vous libèrent. Ce soir, vous êtes libres. Libres de vous battre. Libres de libérer vos sœurs et vos frères. Ce soir, les dieux sont avec nous. Et la révolte commence. Les tambours accélèrent encore leur cadence. Une demi-douzaine de personnes tombent en transe, chevauchées par les dieux. Les yeux de Cécile Fatiman luisent d'une lueur rouge étincelante. Ce n'est plus elle qui parle, mais Erzuli d'Antor, la déesse sous son aspect de guerrière. Mes enfants, vous allez vous battre. Vous allez suivre Duty Boukman. Et comme lui, je vous ferai invincible. Les balles ricocheront sur votre corps, les canons ne cracheront pas la mort incandescente en votre présence. Duty Boukman lève haut la machette qu'il tient. La foule subjuguée se met à hurler, à vociférer. Et au-dessus des cris surgit soudain un grognement. Un énorme cochon noir sort d'un bosquet. Cécile s'approche de lui. Elle tient un couteau large, pareil à celui qui a servi à écorcher son père 15 ans plus tôt. Elle lui susurre quelques mots à l'oreille. La foule murmure. On dit que l'âme de l'assassin de son père se trouve à l'intérieur de l'animal. Elle pose la lame sur la gorge de l'animal, sourit, et lui tranche la gorge d'un geste sec. On apporte des bols, et on recueille le liquide écarlate. Il passe de main en main. Chacun boit une gorgée. Chacun absorbe la puissance qu'il contient. Chacun se lie à ses sœurs, à ses frères par le sang. De nombreux marrons sont chevauchés ce soir-là par les dieux. De nombreuses bénédictions sont données. Une force divine et ancienne coule et circule. Elle donne la force pour ce qui va suivre. Car à cet instant,
se joue un acte majeur de la guerre éternelle qui oppose les forces de la liberté à celles de l'oppression. 8 jours plus tard, dans la nuit du 21 au 22 août 1791, une révolte terrible éclate à Haïti. Plus de 1200 caféières sont brûlées. Les autorités ripostent et Boukman périt au combat, à la tête de ses troupes. On expose sa tête au cap pour montrer à tous qu'il n'est pas invulnérable. Qu'à cela ne tienne, la révolte n'est pas brisée et en 1804, les insurgés gagnent l'indépendance d'Haïti et l'abolition de l'esclavage. Cécile sera adoubée princesse quand Haïti sera brièvement royauté. Et après son mariage avec le prince Jean-Louis Pierrot, elle deviendra la première dame lorsque celui-ci deviendra président de la République d'Haïti. Elle rejoint paisiblement les dieux et la déesse à l'âge de 112 ans, à jamais considérée comme l'une des 4 héroïnes qui forgèrent l'indépendance d'Haïti, à jamais considérée comme une combattante de la liberté et de la dignité humaine.